Voilà, donc je vais vous parler un petit peu des nouveautés en ophtalmologie, un peu dans tous les domaines, donc en se concentrant quand même sur ce qui est le plus intéressant, à savoir la rétinopathie pigmentaire, la dégénérescence maculaire liée à l'âge et les nouvelles implantations. Un petit peu d'anatomie pour commencer, parce qu'on dit souvent que l'œil c'est un petit peu ésotérique. Je vous ai montré ici donc un globe oculaire. Alors ce qui est important à savoir, c'est que donc vous avez deux parties dans le globe oculaire. Là, je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche blanche, non ? Hop. Donc vous avez la partie qui est antérieure ici, qu'on appelle le segment antérieur, qui va comprendre la cornée, l'iris, qui peut être bleu, vert ou marron, et le cristallin. Le cristallin, quand il s'opacifie, ça donne la cataracte. Et bien cette partie-là, c'est une partie de focalisation. C'est ça qui va servir à focaliser les rayons directement sur la deuxième partie, qu'on appelle le segment postérieur, qui comprend la cavité du vitré avec un gel, et surtout la rétine. Et la rétine, c'est du cerveau. C'est en fait le tissu neurologique oculaire qui va transformer l'influx lumineux en influx électrique qui, par le biais du nerf optique ici, va arriver jusqu'au cerveau. Quand on regarde ici la rétine en rétinographie couleur, eh bien vous avez en fait tout le tapis rétinien avec le nerf optique qui va regrouper toutes les fibres optiques, la vision centrale qu'on appelle la macula, qui est cet espace-là, et la vision périphérique, le champ visuel périphérique, qui est donc représenté par la rétine périphérique. Donc le champ visuel central, enfin la vision centrale, la macula, c'est ce qui sert à lire, à avoir la vision de détail. Quand vous me fixez, que vous me regardez, c'est votre macula qui me fixe. Mais quand vous me fixez, vous voyez très bien que quelqu'un est sorti. Ça, c'est votre champ visuel périphérique. Alors, quels sont les trois neurones ? Parce que ce sont des neurones. Il y en a trois, les photorécepteurs, qui vont en fait faire la transduction du signal, les cellules bipolaires, qui vont le démultiplier, puis les cellules ganglionnaires, ici, qui ont un long axone, qui vont amener l'information jusqu'au cerveau. On a deux types de photorécepteurs, les cônes, qui sont au centre, qui sont responsables de la couleur et de la vision centrale, et les bâtonnets, qui sont responsables de la vision nocturne et de la vision périphérique. Là, je vais vous montrer juste quelques types d'examens que nous faisons. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on en a besoin pour la compréhension de la suite. C'est quoi ? Ce sont des angiographies. Angiographie veut dire donc visualisation des vaisseaux. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va injecter un colorant dans le bras du patient. Ce colorant va passer dans les vaisseaux du corps entier. On va éclairer l'œil avec une lumière spécifique, récupérer le signal, et ça va nous permettre d'avoir des belles images de la circulation veineuse et artérielle rétinienne dans l'angiographie à la fluorescéine, et de l'autre côté, de la circulation choroïdienne pour l'angiographie ICG. La choroïde, c'est le tissu qui est sous la rétine et qui le nourrit. Vous êtes peut-être familier de ceci, l'OCT, la tomographie à cohérence optique, où on a en fait par un rayonnement infrarouge une visualisation de la rétine un peu tel un scanner. Mais ce n'est pas un rayonnement X, c'est un rayonnement infrarouge, donc totalement anodin pour la rétine. Et on peut comme ça en fait se déplacer dans la rétine, dans la macula, et regarder étage par étage les modifications. Alors quelles sont les petites nouveautés ? Vous avez sûrement dû entendre parler à la télévision des prothèses rétiniennes. Dans quelle pathologie ? La première pathologie, c'est la rétinopathie pigmentaire. Donc la rétinopathie pigmentaire, c'est 1 sur 5000 naissances dans le monde, ça fait 30 000 patients en France, et ce sont des patients pour lesquels c'est assez dramatique, puisqu'en fait, il y a une perte de la vision qui est progressive dans le temps. Ce sont des patients, ça commence dans l'enfance ou dans l'adolescence. Et en fait, en fonction des neurones qui vont être atteints, soit il va y avoir une perte centrale d'emblée, avec l'atteinte des cônes, soit une perte périphérique d'emblée, avec l'atteinte des bâtonnets, soit mixte, parce qu'on peut avoir des patients qui ont une atteinte à la fois des cônes et des bâtonnets. Donc l'atteinte, elle est variable suivant le patient, et elle aboutit en général à une cécité dans un temps qui est plus ou moins long. Ça, c'est la première pathologie. La deuxième pathologie dont on parle beaucoup, qui est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est la première cause de cécité dans les pays développés. Quand je parle de cécité, c'est une cécité suivant les normes de l'OMS. Ce n'est pas la cécité telle que vous l'entendez, à savoir je ne vois plus rien du tout, je ne vois plus la lumière. C'est en fait la capacité à pouvoir faire certaines tâches, comme la lecture ou la capacité du champ visuel, par exemple. Donc c'est la première cause de cécité dans les pays industrialisés, 700 000 patients en France. Le pourcentage varie avec l'âge, ça fait à peu près moins de 1% pour les moins de 60 ans. Et puis plus vous grimpez en âge, plus le taux de DMLA augmente, jusqu'à peu près 10-12% pour les plus de 80 ans. Donc c'est surtout lié à l'âge, puisque ça le porte dans la définition, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il y a une participation du tabac qui accélère l'ensemble et de l'hérédité.
Donc vous voyez ici, qu'est-ce que c'est que la DMLA? Eh bien c'est un dysfonctionnement entre le couple ici de la rétine, qui est au-dessus, qui est séparé de la choroïde dont je vous ai montré tout à l'heure des images, qui est une éponge de vaisseau, et entre les deux, il y a un petit filtre qu'on appelle la membrane de Bruch et de l'épithélium pigmentaire. Eh bien en fait, avec l'âge, il va y avoir des petits dépôts qui vont se faire, et le filtre qui est entre les deux va s'épaissir. Les échanges vont en fait avoir de moins en moins lieu, et du coup la rétine va évoluer suivant deux mécanismes, une forme atrophique ou une forme exudative, je vais y revenir. Quels sont les symptômes? C'est ce qu'on appelle le syndrome maculaire, donc baisse d'acuité visuelle centrale. Scotome central, c'est quoi? C'est une tache au centre. Alors attention, c'est pas, il y a un dégradé, hein. C'est pas pile on se réveille avec pouf une tache qui ressemble à une pièce au centre. Un aspect ici un petit peu flou, des altérations des couleurs et un aspect tordu. Alors attention, le syndrome maculaire veut dire qu'il y a une atteinte de la macula, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une DMLA, parce qu'il y a d'autres maladies de la macula qui vont donner les mêmes symptômes, comme une membrane de la macula, un trou de la macula, un vaisseau de la myopie forte. Donc tout patient qui présente cette série de symptômes doit de toute façon avoir une exploration maculaire pour mettre en évidence la pathologie, qui ne sera pas forcément une DMLA. Et donc il y a deux voies. La forme humide ou la forme exudative, vous avez vu tout à l'heure la petite éponge à vaisseau, eh bien en fait la rétine souffre d'une moins bonne alimentation, elle va envoyer des signaux pour fabriquer des vaisseaux anormaux, pour venir en fait suppléer à ce qui n'est plus fait. Simplement ces vaisseaux en fait vont être pathologiques, ils vont saigner, ils vont entraîner du liquide, donc ils vont en fait mouiller la rétine saine qui ne va plus fonctionner. Donc c'est une baisse d'acuité visuelle. Et le traitement qu'on a pour l'instant, ce sont les piqûres, les injections à l'intérieur de l'œil. L'autre forme, c'est la DMLA sèche ou atrophique, où en fait la rétine, ben voilà, elle n'a pas son alimentation, elle n'a pas en fait ce qu'il faut, son terrain pour pouvoir vivre correctement. Et bien les cellules vont mourir petit à petit en faisant des plages d'atrophie ici. Une plage d'atrophie, c'est du désert, hein, il n'y a plus de cellules rétiniennes. Et là, on n'a pas de traitement pour l'instant. Donc, qu'est-ce qui peut être fait au niveau prothétique, et dont vous avez entendu parler dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge sèche et dans la rétinopathie pigmentaire? Eh bien, c'était ça. C'était le système Argus 2. Donc, sur le système Argus 2, ça passe par en fait une chirurgie où le but était de mettre une plaque ici, sous la rétine, parce que dans ces pathologies, en fait, il y a un photorécepteur, il y a une couche de neurones qui ne va pas, mais les deux autres transfèrent l'information correctement. Donc, le but, c'était de mettre cette plaque sous la rétine. Ensuite, vous aviez une caméra qui permet de voir à l'extérieur, qui transduit par un faisceau lumineux l'information, qui l'envoie à la rétine, qui excite la plaque s'excite et transfère en fait l'information au deuxième neurone, qui transmet au troisième et qui va au cerveau. Ça ne donnait pas une acuité visuelle qui était une acuité visuelle telle que vous l'entendez vous, c'est-à-dire voir la couleur, voir les choses. Non, ça donnait une acuité visuelle qui était une acuité visuelle de balayage, un petit peu comme un sonar. Donc c'était des patients en fait qui scannaient comme ça leur environnement et qui étaient capables de voir à ce moment-là que là il y avait une chaise, là il y avait une table, ou voir des grosses acuités visuelles. Donc c'est un système de ce type où vous avez la lunette, la cible ici, enfin le récepteur. Ici, il fallait en fait un système quand même pour que l'énergie, enfin le boîtier puisse fonctionner. Simplement, voilà, ça marchait bien. On a quelques patients qui ont été implantés. Simplement, la société, en fait, a décidé de ne plus commercialiser le produit parce que ce n'était pas rentable sur un modèle économique. Donc, cette prothèse Argus 2 est arrêtée. Il n'y a plus maintenant de dispositif prothétique pour les patients dans ces indications. Le nouveau, en fait, dispositif prothétique qui pourra peut-être arriver, qui est le système Prima, qui vient d'être publié, qui va rentrer en phase 2. Donc il y a des équipes françaises, puisqu'en fait ça vient du professeur Sahel de l'Institut de la Vision à Paris, qui maintenant est à Boston. Donc c'est à peu près le même mécanisme. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir une prothèse qui va nécessiter de l'énergie, c'est une plaque photovoltaïque qui va être insérée sous la rétine. Vous allez avoir une lunette qui va transformer en fait l'information lumineuse avec une certaine longueur d'onde, donc 880 nanomètres, qui va en fait ensuite activer les cellules photovoltaïques. Et donc là, en fait, sur 5 patients, ça vient juste d'être publié en janvier 2022, donc vous voyez ici la plaque. Donc ça ne s'adresse plus uniquement aux rétinopathies pigmentaires, mais aussi aux dégénérescences maculaires liées à l'âge atrophique. Eh bien, vous avez des patients, en fait, qui retrouvent la vision centrale, pour l'instant, sur des très, très, très grosses lettres, mais c'est très encourageant. Donc ils sont en phase 2. Et quelles sont les autres nouveautés? C'est la thérapie génique.
en ophtalmologie, ça arrive, et c'est vraiment très prometteur. Il y a 2 indications. La rétinopathie pigmentaire, je vous ai parlé tout à l'heure de la rétinopathie pigmentaire, et bien en fait, il y a 100 mutations dans la rétinopathie pigmentaire. Donc la première chose, quand on a un patient qui présente une rétinopathie pigmentaire, c'est de faire un screen génétique pour savoir quelle est la mutation. Et pour l'instant, il y a une seule des mutations, donc, qui est la RP65, qui représente que 5% des rétinopathies pigmentaires, qui, elle, est accessible à un traitement par thérapie génique. Alors, où elles interviennent, ces mutations? Ce sont des mutations qui interviennent dans le cycle visuel, c'est-à-dire dans la transduction de l'image de l'influx lumineux en influx électrique. Et alors, comment ça fonctionne? Bien, en fait, c'est un produit ici, le Luxturna, qui va être injecté en sous-rétinien. Alors, c'est injecté au bloc opératoire, hein, c'est une chirurgie, je vais vous montrer après, pas la chirurgie, mais le principe, qui va donc injecter des virus qui vont avoir le gène d'intérêt. Ce gène, donc ce virus va infecter, qui est un virus inactivé, il va infecter les cellules rétiniennes, il va profiter de l'outillage de la cellule rétinienne pour faire en sorte que le gène qu'il va apporter soit codé et aboutisse à la protéine. Donc il va y avoir un ARN messager, puisque ce gène va être lu, qui ensuite va aller dans la cellule et qui va être transformé en protéine. Du coup, les cellules déficientes dans cette protéine vont avoir la protéine d'intérêt à nouveau et vont pouvoir fonctionner. Donc ça s'injecte par des petits trocars ici. Vous avez une canule et on l'injecte en sous-rétinien. Je vous ai montré ici tout à l'heure. Pourquoi la macula? Eh bien, dessous ici, au niveau de l'aire maculaire, puisque c'est au niveau de cette zone qui a la vision centrale, et donc en sous-rétinien, sous la rétine et avant la choroïde. Voilà ce que ça donne à peu près. 2 petites bulles ici de décollement rétinien. Donc ça marche très bien. C'est une amélioration majeure pour les patients sur la sensibilité rétinienne, sur la capacité de déambulation, donc le champ visuel, mais pas forcément sur l'acuité visuelle stricto sensu. L'acuité visuelle, c'est la lecture et voir avec finesse. Mais ça change la vie de ces patients. Donc ce sont des traitements qui sont disponibles. Il y a quelques centres en France qui le font. Et là, c'est un projet pour pouvoir devenir centre pour le Sud, puisqu'en fait, le centre de Montpellier s'est éteint. Donc, ce serait une bonne chose pour Nice d'être représenté. Dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge exudatif aussi, eh bien, il y a la thérapie génique qui va arriver. Là, je vous montre en fait des images d'OCT. Vous voyez que l'architecture rétinienne que je vous ai montrée tout à l'heure est un peu bouleversée, avec ici eh bien, une cloque de liquide sous l'épithélium pigmentaire, puis des petits dépôts qui sont ici, et là, vous avez en fait ça se manifeste par une petite poche de liquide, hein, c'est pas un saignement. Et donc, c'est une patiente en fait pour laquelle on fait des injections dans l'œil, donc des piqûres dans l'œil toutes les 4 semaines, et puis en fait, ça fait rien, ça progresse. Vous voyez en fait la lésion qui double de taille, et l'exsudation qui continue, donc du liquide, du fluide dans la rétine qui continue. Donc, on est un petit peu dans une impasse thérapeutique pour cette patiente. Je vous rappelle qu'on n'a que 2 anti-VEGF qui sont disponibles sur le marché. On peut switcher de l'un à l'autre, mais quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc il y a des nouveaux produits qui vont arriver bientôt à la fin de l'année théoriquement. Mais ce qui est en cours, c'est ceci. Donc il y a 2 programmes, l'AAV et le RGX 314. De la même façon, en fait, ce sont des virus qui sont inactivés, qui vont avoir un gène qui va fabriquer pour une protéine qui sera une protéine anti-VEGF. Donc la protéine, en fait, qui est censée arrêter le processus vasculaire de la dégénérescence maculaire liée à l'âge exudatif. Donc il y a plusieurs programmes qui sont faits. Et soit le produit va être injecté en fait en sous-rétinien, donc c'est par une chirurgie, soit en sous-choroïdien ici, c'est aussi une chirurgie sur ce programme. Mais là, en fait, même en étant mon spécialiste, chaque petit point est une piqûre. Donc vous voyez qu'ici que ce patient, en 1 an, si vous comptez tous les petits points, vous voyez le nombre de piqûres qu'il a dans l'œil. Et ici, vous avez l'injection du virus inactivé. Bon, vous avez plusieurs cohortes qui correspondent en fait aux doses des traitements, puisque ce sont des études de phase 1 ou 2 où il y a une recherche de dose, c'est-à-dire la dose minimale efficace. Et bien, vous voyez dans ce sous-groupe, par exemple, que la plupart des patients qui ont été injectés ensuite avec la thérapie génique eh bien, n'ont plus besoin d'injection. Et là, on commence à avoir des durées de quasiment 2 ans. L'autre programme, c'est exactement la même chose. Donc, c'est un virus inactivé qui va être injecté, celui-ci en intravitréen, donc c'est plus facile, c'est une injection habituelle, qui va, ici, infecter les cellules rétiniennes qui vont fabriquer elles-mêmes l'anti-VEGF. Et de la même façon, c'est assez incroyable, chaque petit point étant des piqûres, vous avez des patients qui sont quand même très résistants au traitement,
on fait l'injection de thérapie génique et hop, là vous voyez différents groupes, il n'y en a plus. Donc ce sont des études des phases 2 ou 3 qui sont en cours pour l'instant. Effectivement, bon, après il faut trouver la dose minimale efficace, il faut rendre aussi l'injection la moins inflammatoire possible. Je vais vous parler maintenant de chirurgie, sur la chirurgie du cristallin. Donc je vous ai montré tout à l'heure ce que c'était que la cataracte. Donc vous avez le cristallin ici qui est clair, qui est une lentille de focalisation, et avec le temps, elle s'assombrit. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait l'opération de la cataracte? Mais on fait des toutes petites incisions, hein, ça fait 1,8 mm ici. En fait, on va ouvrir comme une boîte de conserve le sac du cristallin, on va fragmenter le cristallin, mais on va utiliser le sac pour mettre l'implant qui va remplacer. Parce qu'évidemment, on ne peut pas envisager une chirurgie de la cataracte sans remplacer. Sinon, il manque un petit bout. Le patient ne voit plus. Ou très imparfaitement. Donc l'implant ici se déplie, c'est un petit bout de plastique, en résumé, qui se met dans le sac, mais on a d'autres possibilités d'implantation en fonction des caractéristiques des patients. Certains patients ont un sac du cristallin qui est tellement fragile qu'en fait, on n'arrive pas à le préserver et que la capsule postérieure qui est ici se rompt en fait. Donc on ne peut plus mettre l'implant là, sinon pouf, il va chuter. Donc on le met là, dans le sulcus, que vous voyez ici. Mais il y a certains patients pour lesquels ce n'est pas possible, soit par un traumatisme, soit parce qu'ils n'ont pas de cristallin, soit parce qu'ils ont une malformation, soit parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Donc il n'y a aucun support. Pas de possibilité de mettre l'implant dans le sac, ni dans le sulcus. Donc ce sont des patients pour lesquels on est bien embêté, parce qu'il manque quelque chose dans l'œil et qu'il va falloir l'apporter. Mais là, on a plusieurs solutions. Donc je ne sais pas si les vidéos vont toutes marcher, il y avait un souci tout à l'heure. Bon, il n'a pas été réglé. Donc il y a des fixations qui sont des fixations sclérales, mais là vous n'allez pas pouvoir le voir, donc on va passer à la vidéo d'après. Oui. Ok. Et quand vous utilisez les autres vidéos, il faut utiliser la souris et pas le pointeur pour D'accord. que vous êtes visible. Voilà, donc il y a celle-ci. Alors, les âmes sensibles, vous ne regardez pas. Mais sachez qu'en fait, dans les deux vidéos du coup, que je vais vous montrer sur les 4, ce sont des patients, vous voyez là, ce monsieur-là, il a une acuité visuelle qui est de rien du tout. Il n'a plus de cornée, il n'a pas d'implant, donc il ne voit même pas bouger la main, il voit juste la lumière. Donc toutes les chirurgies que je vais vous montrer, en fait, ce sont des patients après qui vont récupérer, lui, il a récupéré 5 dixièmes. Le patient d'après, ils ont récupéré 8 à 9 dixièmes. Donc ça peut sembler comme ça, atroce, en disant, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait à ce pauvre œil? Non, en fait, on le répare. On le répare, ça peut être impressionnant. Ça cicatrise très bien, évidemment. Ce sont des tout petits instruments. Hein. Là, en fait, on fait quoi? Ça fait 1,2 mm à peu près, enfin 1,8 sur ce couteau. Donc ça peut être impressionnant, mais ce sont des résultats qui sont excellents pour le patient. Donc du coup, il n'y aura que 2 vidéos sur les 4. Ah. Attendez, là j'ai un message de l'ordinateur qui veut redémarrer. Ok. Donc là, c'est un patient qui va avoir une chirurgie combinée, greffe de cornée et implantation. Donc là, on fait la greffe de cornée. Donc bon, évidemment, c'est une anesthésie générale. Hein. Là, il ne faut pas que le patient tousse ou ait mal, parce que sinon, l'œil est un petit peu ouvert quand même sur 360 degrés. Et donc là, le but, c'est que maintenant, je vais fixer l'implant. Et on va essayer de tout réparer en même temps, c'est-à-dire on va changer la cornée, on va mettre un implant tout neuf, mais on va mettre un implant aussi qui aura un iris intégré. Donc le patient va avoir, en fait, en plus, un iris. Donc là, j'avais créé des petites pochettes ici sur le côté, et on fait passer des petites aiguilles, donc c'est du 10-0, c'est des toutes petites aiguilles, avec des tout petits fils, à travers la pochette, pour pas qu'il y ait plus d'ouverture. Donc je ne vais pas vous montrer tous les passages, mais bon, évidemment, on y va très lentement, très doucement, hein, parce que vous voyez que là, il est ouvert. Donc on récupère la petite aiguille, et donc on doit faire ça 2 fois par côté, en passant à travers les pochettes. Et là, vous voyez l'implant. Donc il a une petite aile de fixation ici, en haut et en bas, avec donc là, c'est l'optique, c'est la zone qui va servir à voir, et il a un iris intégré. Là, c'est une autre technique pour vous montrer, où en fait, au lieu de faire passer l'aiguille directement, je fais passer une aiguille, je docke l'aiguille d'intérêt là, qui en fait passe à travers le chat de l'implant, directement pour l'accompagner. Donc ça, c'était 2 techniques, soit on fait passer l'aiguille directement, on peut les utiliser qu'une fois, hein, c'est très très fin, ce qui fait qu'une fois que vous avez percé l'œil une fois, le bout s'émousse. Donc il faut avoir des doubles aiguilles. Et donc là, en fait, maintenant, on va mettre l'implant. Alors vous avez dit, mais ça ne va jamais rentrer. Vous avez vu la taille de l'implant, la bête, hein. Et puis ensuite, l'ouverture au niveau de l'œil. Ben, si ça rentre bien, et c'est fait pour. Hein.
On ne peut pas les faire autrement, ce type d'implants. Ce ne sont pas des implants qui sont pliables. Voilà, hop, on tire l'ensemble, on remonte. Voilà, on va récupérer les fils sous la pochette, comme ici. Là, on suture, et puis après vous allez voir, on va mettre la cornée, la nouvelle cornée, donc la greffe de cornée dessus. Et j'attends juste l'image finale pour que vous puissiez voir que l'œil va très bien. Et que ce patient a récupéré 5 dixièmes, ce qui est quand même incroyable par rapport de là où on vient. C'est un œil qui avait plus de cornée, plus d'iris, plus de cristallin. Voilà, donc là son implant est posé. On suture l'autre côté. Je suis désolée, je ne peux pas aller plus vite puisque là, je ne peux pas choisir le timing de... Voilà, et on recoue sa cornée, toute nette. Donc on a d'autres possibilités. Là, vous ne pouvez pas voir cette vidéo malheureusement, où on met d'autres types d'implants, qui sont des implants qui vont être en fait clippés à l'iris. On met l'implant dessous et il est accroché comme un crabe à l'iris et vous avez le petit guide ici pour pouvoir le positionner. Et là, la nouveauté, ce sont ces implants ici, qu'on appelle les implants Carleval. Il y en a pour 2 minutes et ensuite c'est terminé. Là, vous voyez en fait la patiente qui a un implant qui est en train de sombrer. Donc, elle a déjà été opérée de la cataracte et elle a son vieil implant qui est là, en fait, qui ne tient plus. Et donc, je vais le faire sortir et on va mettre maintenant un nouvel implant. Donc, c'est beaucoup plus simple. Qui sont des implants qui ont une forme de T et qui vont pouvoir en fait être passés à travers un petit trou de la sclère ici et tenir avec une sorte d'été en fait. Donc là, je prépare les petites pochettes qui vont permettre de protéger cette petite anse en T. Donc on le fait de chaque côté. Et donc l'intérêt de ces implants, c'est que ce sont des implants qui ne sont pas larges comme le précédent, qui faisait 6 mm, ou celui d'avant que vous aviez vu qui faisait 13 mm, ce qui est quand même large. Un implant de 13 mm, vous imaginez l'incision qu'il faut faire. Là, on va travailler sur des incisions de 2,2 ou 2,4 mm. Le patient, le lendemain matin, en fait, ça peut se faire sous anesthésie générale rapide. Donc on met les petits trocars, qui sont les chirurgies un petit peu comme de la célioscopie, qui font 25 gauges, ils font 0,5 mm. Donc c'est tout petit, vous avez l'impression que c'est magnifié, mais en fait ça l'est pas, hein, c'est tout petit. On prépare l'ouverture et vous allez voir l'injection de l'implant qui va pouvoir se faire et se déplier en corolle. Là on change la voie de place. Et donc vous allez pouvoir voir, on met une petite pince, voilà l'implant qui commence à être inséré. Vous voyez ici sa petite anse en T. Voilà, on l'attrape avec la pince. Donc il y a un petit coup de main quand même. Et hop, le T va ressortir ici. Voilà, tac, il est sorti. Du coup, il va pouvoir se positionner après dans les petites pochettes. On continue ici à injecter l'implant. Donc on est sur 2,2. Hein. Et là, il tient tout seul, avec sa petite encre. Voilà. Et ensuite, avec une autre pince de l'autre côté, hop, on attrape l'autre encre. Et on le positionne. Donc ça, c'est pour pouvoir en fait traiter tous les patients, mais qui n'ont plus de support. Ensuite, on referme tout, et ça prend 2 secondes. Donc tout ça, c'est associé aussi à quoi? C'est parce qu'il y a eu de nombreux progrès sur nos outils. Hein. Maintenant, on peut avoir des microscopes. On a des microscopes, ce sont des véritables petits bijoux, ce sont des Rolls-Royce. Elles font tout. Hein. Il y a de la réalité augmentée, ça nous projette en fait des images. On a l'OCT dedans. On a maintenant la chirurgie en 3D, où en fait on peut opérer avec une autre dimension. Donc c'était un petit panorama de l'ophtalmologie, c'est une spécialité qui bouge, il y a de nombreuses innovations. Certes, on a des besoins qui persistent, qui ne sont pas couverts, on ne peut pas tout traiter, mais a priori c'est une question de temps. Voilà, je vous remercie.